chose curieuse, le smartphone avait déjà été imaginé en 1947, dans ce film d'anticipation particulièrement visionnaire. On fera des postes récepteurs de télévision bijoux, des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif. Et la rue présentera un singulier spectacle. On l'appelle Tonton René. Il n'a pas connu le Paris de la fin des années 40, quand Barjavel réalisait ses anticipations téléphoniques. Nous sommes bien en 2020, et si Tonton René doit reprendre son souffle, c'est à cause de son téléphone. Il a raté le bus parce qu'il n'a pas réussi à acheter son billet par SMS. Je prends mon téléphone, je veux prendre le bus comme maintenant, hein, et puis il y a seulement urgence qui s'affiche. Alors je peux téléphoner seulement à la police ou aux pompiers, mais je ne peux pas prendre mon bus. Et je ne prends pas le risque de prendre le bus et d'avoir une amende. Si par hasard je tombe sur un contrôle, le contrôleur, il va bien rire, il va dire « Oh, il ne s'est pas servi de son téléphone et puis c'est terminé. » René sait très bien se servir de son téléphone pour valider son billet par SMS. C'est son téléphone qui ne répond plus. René doit donc changer d'appareil. De guerre lasse, je voulais me débarrasser de ce vieux téléphone de l'âge de la bougie. Et je veux avoir quelque chose de simple, envoyer des SMS, prendre le bus et puis téléphoner quand je suis en dehors de la maison. Ça me suffit. Et c'est plein d'applications. Il y a ci, il y a ça. Bon, de temps en temps, peut-être un GPS, c'est intéressant, peut-être, c'est possible. Mais disons, c'est pas vital pour moi. Vous êtes prêt à le payer à quel prix? Quelques centaines de francs, je dirais. Faute de magasins ouverts à Genève, Covid oblige, en route pour Neuchâtel, chez Mobilezone. Je vais vous montrer 3 appareils. D'accord? Je vous en prie, venez seulement. On va commencer par celui-là. C'est le Samsung A51. Oui. On est dans un prix à 369 francs. Mais après, je vous montre un autre modèle, je vous en prie. Mobilezone, dans ses magasins et sur son site internet, propose près de 70 modèles de smartphones. Celui-là, c'est le modèle aussi une entrée de gamme. On en a pour tout et tous les styles. Vous avez pour le jeune, le gamer, avec des marques qui vont cibler plutôt des jeunes. Vous avez pour les personnes âgées, encore les téléphones à touche ou les entrées de gamme de tactile. À quoi est-ce qu'il faut veiller quand on veut acheter un smartphone? À prendre quelque chose qui vous ressemble et par rapport à l'utilisation que vous allez faire. Ce qui est sympa, c'est que si jamais pour discuter avec votre famille, on a une application qui s'appelle WhatsApp. Oui. Est-ce que vous connaissez? J'ai entendu parler, voilà. oui. Xavier Studer a testé presque tous les types de smartphones. Il partage régulièrement ses observations sur son blog, un site spécialisé dans les hautes technologies et les télécoms. Au quotidien, Xavier utilise plusieurs modèles différents. Alors il y a des modèles multiples de beaucoup de constructeurs, où ils se positionnent même à partir d'une centaine de francs, notamment des constructeurs chinois, avec des marques des fois dédiées pour ces segments-là. Par exemple, Huawei a une marque spécifique pour l'entrée de gamme. Ce qu'il faut voir avec ce genre de téléphone, c'est qu'ils ont un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Ils vieilliront peut-être un peu plus vite que les autres parce que généralement, il y a des compromis qui sont faits sur différentes spécifications matérielles. Ça peut être la caméra, ça peut être l'écran, ça peut être d'autres composants qui sont tirés vers le bas et qui péjorent un tout petit peu la durée de vie ou l'utilisabilité du téléphone. Le plus grand marché de smartphones, on le trouve sur Internet. À travers une dizaine de sites, nous avons identifié plus de 1000 appareils, dont plus de 600 modèles à moins de 400 francs. Et ce n'est pas exhaustif. Kadou a 13 ans. Elle vient de troquer un vieil iPhone 6, trop fatigué et hors d'usage, contre un Samsung A10 qu'elle a trouvé en ligne et que ses parents ont payé 149 francs. On a décidé de prendre un truc pas trop cher et puis on a trouvé des Samsung. C'était beaucoup moins cher qu'un iPhone. Quelles sont les applications que tu utilises le plus souvent? Instagram, TikTok et Netflix. Pour faire quoi sur chacune de ces applications? Netflix, je regarde des séries, des films. Instagram, je regarde des photos et des fois je
je discute avec mes amis. Et TikTok, je regarde des vidéos. Le choix du smartphone répond aussi à une question de prestige. Tous mes amis disaient « Ouais, t'as un Samsung, c'est pas bien et tout, c'est mieux les iPhones. » Du coup, je mettais des coques pour pas qu'on voit derrière. Parce que derrière, c'est un peu comme les iPhones, c'est juste qu'il n'y a pas la pomme. Aujourd'hui, la compétition est très rude entre tous les fabricants et une caractéristique ou deux sont essentielles. Il y a la photographie. Donc le capteur photo aujourd'hui est un élément de bataille essentiel. Et puis, droit derrière la photographie, il y a la qualité de l'affichage, c'est-à-dire l'écran. Parce que si on veut voir ces photos dans de bonnes conditions, la luminosité de l'écran, par exemple, et sa résolution sont des éléments très importants. Et il y a aussi la capacité de stockage de ces appareils. Certains, on peut leur ajouter une carte mémoire additionnelle, d'autres pas. Et si on ne peut pas le faire, ces appareils vieilliront beaucoup plus rapidement si on télécharge dessus énormément de photos, de vidéos ou d'applications. Ses copains l'appellent Jean-Mi et ils savent qu'il maîtrise mal son téléphone. Un Nokia fatigué. Mais sur le lac, ça peut encore servir. Pour le téléphone. Uniquement pour le téléphone. Il n'y a rien qui m'intéresse. À part le GPS que je n'ai pas encore effectivement essayé. Là, peut-être, pourquoi pas. Aucune autre application. WhatsApp, si je vous dis WhatsApp. WhatsApp, oui. S'il me faisait un téléphone avec WhatsApp et le téléphone, ce serait parfait. Parfait. Parce que je me rends compte que quand ça sonne, des fois ça ne s'allume pas. Quand j'appuie, ça ne donne pas toujours le bon résultat que je voudrais. Je cherche. Mes amis me disent que je mets un temps infini pour répondre. Mais je dois faire aussi un blocage. Ouais. Oui. Écoute, il fait très beau. Je suis sur le lac. Il fait super beau. C'est vraiment agréable. Tu arrives à m'envoyer une photo? Ça doit être superbe. Ouais, j'aurais une photo. Ça doit être. Oui, photo. Alors, je sais faire une photo, maintenant j'ai compris. Mais te la passer te l'envoyer, je suis pas sûr. Nous avons donc aussi suivi Jean-Mi pour trouver un appareil plus approprié, qui pourra peut-être résoudre son blocage. Bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je pour votre service? Alors, je cherche un téléphone de bas étage. Ce que j'ai besoin, c'est d'un téléphone, Internet si vous voulez, mais un téléphone le plus simple possible. Tout le reste, je ne m'en sers pas. Alors voilà. Donc le choix que je peux vous proposer, vous avez le Xiaomi là, qui est à 149 francs. Ouais. Je vous laisse essayer. Le budget détermine souvent les performances de l'appareil. Je peux le prendre comme ça? Alors, quelle limite pour un téléphone bon marché? Ça peut malgré tout faire beaucoup de choses. Ça peut prendre des photos qui seront incomparables avec un smartphone plus haut de gamme. Donc ça va faire une photo d'il y a quelques années, on se serait satisfait. Aujourd'hui, on va la trouver de très basse qualité. Si vous voulez regarder une série, l'écran ne sera pas beau. Si on prend les exemples de tout à l'heure, et votre qualité d'écoute et de vision sera mauvaise. Maintenant, c'est un peu smartphone qui peut très bien correspondre à un client ou une cliente qui souhaite simplement téléphoner, des choses très basiques, envoyer un WhatsApp. Ça marchera très bien. Lacune majeure de ces téléphones à bas prix, leur mémoire de stockage en gigabits, qui est souvent modeste. Cela peut limiter l'utilisation du téléphone. Même pour un emploi basique, on arrive vite au bout de la mémoire. Si on regarde la capacité mémoire des téléphones aujourd'hui, du 16 ou du 32, c'est totalement dépassé. 64, c'est vraiment la limite inférieure. Je pense qu'il faut viser 64 ou 128 au minimum. Après, encore une fois, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Et si on a quelqu'un, disons, qui est relativement peu exigeant, qui prend quasiment pas de photographie, même un appareil d'entrée de gamme suffira. À part le prix, qu'est-ce qui distingue un smartphone dernier cri du bas de gamme? Parce que si les dernières nouveautés dépassent les 1000 francs, on trouve aussi des téléphones intelligents à moins de 100 francs. Il y a le prestige de la marque, bien sûr, mais il y a aussi la durabilité du téléphone et de la batterie. C'est incomparable entre un smartphone haut de gamme et bas de gamme. La durée de vie d'un téléphone qui fait pas 100 francs, qu'est-ce que c'est à peu près? Vous le garderez la durée de la garantie, en en prenant soin. Si vous le lâchez une fois, si vous le protégez pas, il y aura moins de chances qu'il survive à un téléphone plus haut de gamme. Les composants ne sont pas les mêmes. Et merci de votre gentillesse et de votre compétence. C'est bien normal. À votre service, monsieur. Très belle journée à vous. Vous aussi. Merci beaucoup. Téléphoner, photographier, envoyer, recevoir des messages, prendre le bus, il y a autant d'utilisation que d'utilisateurs.
Bonne journée. Merci. À bientôt, prenez Au revoir, soin de monsieur, vous. dame. Merci Au revoir, beaucoup. Au monsieur, revoir. merci. Pour s'y retrouver dans ce dédale, on peut se fier à un vendeur compétent, mais surtout, il faut prendre le temps de choisir l'appareil qui convient. Du temps pour s'y retrouver au milieu de tous ces modèles. Bonsoir François Janet. Bonsoir Linda. C'est vous qui avez réalisé ce reportage avec Yves Matet. Alors, en résumé, quels sont les critères clés pour trouver le téléphone portable qui nous correspond vraiment? Alors on l'a dit, on le répète, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre smartphone. Smartphone, c'est pour faire des choses intelligentes. Potentiellement, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Moi, par exemple, là, je l'utilise. J'ai pris quelques notes pour répondre à vos questions. Alors, oui, il y a les questions de confort, de belles photos, un écran qui permet de bien les restituer, c'est important. En ce qui me concerne, je suis attentif à la mémoire. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, on veut une utilisation basique, mais on va vite utiliser une de quelques applications. WhatsApp, par exemple, vous allez recevoir des photos, vous allez recevoir des vidéos. Ça va occuper de la place. Donc, attention à la mémoire. Il faut que le processeur soit quand même aussi à la hauteur. On ne veut pas avoir le temps de se faire couler un bain avant d'écrire un message. Donc, toutes ces choses-là, il faut les identifier. On peut en parler, cas échéant, avec un vendeur. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'informer et de comparer. Donc la qualité de l'écran, la qualité de l'appareil photo, la capacité de stockage de l'appareil et puis évidemment demander conseil plutôt que de se noyer dans la masse des propositions qu'on peut trouver sur Internet. Le numéro 1 en Suisse, évidemment, c'est Apple avec ses iPhones. Quelle part de marché? Apple, c'est un peu plus de 40% de part de marché en Suisse. Ça a davantage de succès auprès des femmes que des messieurs. La Suisse est un pays Apple. L'iPhone a passablement de succès. Devant Samsung, 35% de part de marché, et Huawei, qui monte à 10%. Il faut savoir que les iPhones à l'échelle mondiale a un petit peu moins de succès. C'est 16% de part de marché, alors que Samsung, lui, a quelque chose comme 20% talonné par Huawei. Il faut savoir que Huawei a des difficultés en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et les modèles Huawei qui sont arrivés sur le marché en 2020 n'ont pas accès au Google Store, ce qui peut poser quelques problèmes quand on cherche des applications. Oui, c'est utile de le savoir également. Si on revient vraiment sur le marché suisse, donc Apple numéro 1, Samsung numéro 2 largement, est-ce qu'eux, ils offrent des smartphones à prix raisonnable? Alors iPhone, on le sait, les prix sont plutôt soutenus. Du côté de Samsung, par exemple, Samsung décline ses appareils dans 3 gammes. Il y a la gamme S, c'est des appareils de luxe, c'est du haut de gamme. Il y a la gamme des appareils A, milieu de gamme, des prix assez abordables. Et puis, il y a la gamme J qu'on trouve peu en Suisse. C'est plus pour le marché asiatique ou l'Inde notamment. Et puis derrière, donc, des fabricants un petit peu moins connus, mais qui sont quand même de grandes marques, Huawei, Xiaomi, Oppo. Est-ce que là, le rapport qualité-prix est plus intéressant? Il faut savoir que Huawei, qui a des entrées de gamme à des prix intéressants, se profile aussi dans le haut de gamme. Les marques qui cherchent à faire leur place, évidemment, auront un prix un petit peu plus attractif. Il faut quand même faire un tout petit peu attention sur la qualité. Merci beaucoup François. Avec plaisir. Très belle soirée. L'autre moyen de trouver un téléphone bon marché, c'est de chercher du côté des appareils d'occasion. On suit notre guide François Janet à Neuchâtel, chez Micro-West. Bonjour. Ici, on bichonne des appareils usagés, mais surprise, les techniciens voient aussi un nombre important de téléphones quasi neufs. Il y a pas mal de gens qui nous rapportent un appareil qu'ils ont payé 120, 149 francs. Qu'est-ce qu'il y a lâché? Tout neuf. Alors, c'est pas forcément que ça lâche, c'est qu'à force, ils trouvent que ça va trop lent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément non plus vu que le téléphone n'avait pas beaucoup d'espace dessus. Du coup, c'est pas forcément une panne qui va survenir, c'est plutôt l'utilisateur qui en aura marre des performances basses du téléphone. Et bien sûr, après, il y a un autre souci, c'est que souvent, quand c'est pas très très cher, tout est collé, justement. C'est fait pour que ce soit pas vraiment réparable, disons. On a encore vu l'autre jour une batterie qu'on a dû souder, carrément. Donc ça devient compliqué pour pas grand-chose, si on peut dire ça. Au début de Micro-West, il s'agissait d'abord de remplacer un écran cassé, de changer une batterie épuisée. Aujourd'hui, ici, on donne une nouvelle vie à des téléphones usagés. On achète des lots qui sont fonctionnels, mais simplement qui ont des défauts de batterie ou d'écran qui sont rayés, etc. Et on démonte, on change juste ce qui est nécessaire dedans. On ne va pas s'amuser à tout enlever, tout remettre dans un boîtier neuf. Il faut compter 2 à 3 ans après la sortie d'un nouveau modèle pour le retrouver sur le marché des reconditionnés. Bien sûr qu'on pourrait avoir des modèles qui viennent de sortir, mais ce sera un prix 5 à 10% moins cher que du neuf, ce qui n'intéresse pas les gens. Il y a aussi
pas mal de clients qui ont une conscience écologique et qui achètent justement des téléphones qui ont exprès déjà servi assez longtemps pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Souvent, ces appareils-là ont quelle durée de vie déjà? Il y a encore 3 ans, 4 ans de durée de vie. 3 ans en tout cas. Dans de bonnes conditions, j'entends. Parce qu'après, il y a l'obsolescence qui arrive, et puis etc. Alors la mise à jour des téléphones aujourd'hui est un vrai problème. La mise à jour des smartphones n'est pas garantie par les constructeurs où ils s'engagent à demi-mot sur des périodes relativement courtes. On parle d'1 année, 2 ans, parfois un tout petit peu plus. Apple fait en principe mieux que ça et ça c'est un élément décisif et important. Malheureusement, je pense que nos constructeurs aujourd'hui ne s'engagent pas suffisamment dans le temps. Et ça pourrait être peut-être un argument de vente de dire nous on propose un téléphone qui sera mis à jour ces 5 ou voire pourquoi pas ces 10 prochaines années. Les entreprises qui développent le marché de l'occasion sont rares en Suisse. Parmi ces entreprises, Recommerce, une société qui a vu le jour en France, s'est étendue en Suisse en 2014 pour acheter, reconditionner et revendre des smartphones usagés. Si on se procure en achetant donc des téléphones auprès de particuliers ou d'entreprises, et pour ça on s'appuie sur des partenaires, donc des opérateurs ou des retailers, à qui on va leur proposer des solutions qui permettent simplement à un consommateur d'évaluer son téléphone en lui proposant un prix de rachat, et s'il est d'accord, il va pouvoir nous le vendre très simplement. On va effectuer toute une série de tests, plus de 35 tests donc, sur ces téléphones, à savoir si on arrive à passer un appel, si on arrive à se connecter à un Wi-Fi, si l'écran fonctionne parfaitement, s'il y a des pixels qui manquent, etc. Donc quand un client achète un téléphone reconditionné, il a finalement le même niveau de service que quand il achète un téléphone neuf, c'est-à-dire qu'il aura un nouveau packaging, il aura des accessoires neufs, il aura une garantie de 12 mois. Recommerce Suisse a passé un partenariat avec Realise à Genève, un atelier qui replace différents professionnels sur le marché de l'emploi. On est parfois surpris de recevoir des téléphones tout neufs dans leur emballage d'origine. Et puis, des fois, on a aussi la surprise de traiter les téléphones dont on ne pouvait pas imaginer. Par exemple, un téléphone qui est complètement déglingué. Combien de temps ça prend pour vérifier et traiter un téléphone? On va dire, ceux qui sont plus expérimentés que moi, ils font moins de temps. Moi, je prends un peu plus parce que je suis quelqu'un de méticuleux, voilà. Mais vous, ça vous prend combien de temps à peu près? Combien de temps il vous faut? Je dois dire entre 2 et 5 minutes. Quelles sont les marques qui, on va dire, tournent le mieux dans ce régime circulaire? Aujourd'hui, il n'y a pas photo, finalement, on est assez collé au marché du neuf, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dominé principalement par 2 marques, Apple et Samsung. Il y a d'autres marques qui commencent à émerger, comme Huawei, comme Oppo, comme Xiaomi, etc. Mais c'est principalement dominé par Apple et Samsung. Reste la possibilité d'acheter un téléphone d'occasion de particulier à particulier, par le biais des petites annonces par exemple. Mais les spécialistes recommandent la prudence. Si vous l'achetez sur Internet, il y a quand même beaucoup de risques. Qui vous dit que le téléphone n'a pas été pris, n'a pas pris d'humidité, qu'il n'y a pas eu un code, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, etc. Et puis le téléphone est vite inutilisable. Hein. Vous avez payé 300 ou 400 francs, et puis il n'y a pas de garantie, rien. Et comme par hasard, vous ne pouvez plus téléphoner à la personne. Elle ne répond plus au téléphone juste la semaine suivante, bizarrement. Donc il faut faire attention. Mais, vaut mieux passer par un professionnel, soit en ligne ou dans un magasin, pour acheter un téléphone d'occasion. Le conseil n'est pas désintéressé, mais il peut être utile. Et voilà. Une toute bonne chose, merci. Au rayon des nouveautés maintenant, le standard, ce sont les appareils compatibles avec la fameuse technologie 5G. On en parle avec vous, Anouche Tagia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Temps, spécialiste des nouvelles technologies. Alors on voit partout maintenant ces publicités pour des nouveaux appareils 5G, en particulier du côté d'Apple. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un appareil 5G compatible ?
Alors non, ça ne vaut pas la peine. Si vous devez bien sûr aujourd'hui changer de téléphone, si vous avez un budget relativement conséquent, vous allez par défaut choisir un téléphone 5G parce que tous les téléphones moyens et haut de gamme sont compatibles avec la 5G. Mais si vous êtes tout à fait satisfait de votre appareil actuel qui est compatible 4G, ça suffira encore pour de nombreuses années. Parce que concrètement, avec un téléphone 5G aujourd'hui en Suisse, qu'est-ce qu'on a de plus ? Alors, ce qu'on a de plus, théoriquement, c'est un accès beaucoup plus rapide à Internet et des débits beaucoup plus importants. Aujourd'hui, en gros, avec la 4G, vous avez des débits de 100 mégabits par seconde. Avec la 5G, vous pouvez monter jusqu'à 1 giga, donc 10 fois plus. Mais attention, aujourd'hui, si vous voyez 5G affiché sur votre téléphone, ce n'est pas forcément de la vraie 5G, parce qu'il y a de la vraie 5G et de la fausse 5G. Oui, alors c'est assez central et pas très évident. Il y a 2 types de 5G. Vous pouvez nous expliquer la différence ? Absolument. Les opérateurs, en fait, disent aujourd'hui qu'ils couvrent environ 90% de la population suisse avec de la 5G, mais l'immense majorité de cette 5G, c'est en fait une sorte de 4G améliorée. Il y a le logo 5G sur votre téléphone, mais en fait, les débits sont quasiment les mêmes que pour la 4G. Pour la vraie 5G, beaucoup plus rapide, il y a en fait très peu de communes et de villes qui sont couvertes par cette technologie parce qu'il y a des moratoires, parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Donc en fait, même si vous voyez 5G sur votre téléphone, ce n'est pas forcément une 5G très rapide. Mais quand on a la vraie 5G, le potentiel de cette technologie, est-ce qu'il est vraiment intéressant pour un utilisateur de smartphone ? Vous parlez de potentiel, ça c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment d'application, de service, même de streaming qui a besoin de la 5G, qui a besoin de débit extrêmement rapide. La 4G suffit pour la plupart, l'immense majorité des usages et des consommateurs. Par contre, dans quelques années, on peut imaginer que des services vont apparaître avec peut-être de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des super services de streaming qui auront besoin de débits beaucoup plus importants. Mais aujourd'hui, on a des réseaux vraiment de très bonne qualité en Suisse. Il n'y a pas de problème de congestion des réseaux pour le moment. Et du coup, la 4G suffit pour la majorité des applications, des services et des consommateurs. Ouais, donc pour l'heure, finalement, la 5G reste avant tout un argument marketing. C'est un argument marketing, c'est pour faire vendre des nouveaux téléphones haut de gamme, parce qu'on voit bien que les fabricants de téléphones ont beaucoup de peine à se différencier. Les téléphones se ressemblent tous. On voit bien certes, quelques téléphones qui sont avec écran pliable, mais c'est vraiment une minorité. Donc aujourd'hui, c'est un argument marketing, mais un argument marketing relativement creux, parce que les gens aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de la 5G. Les opérateurs, par contre, ont besoin de la 5G parce qu'ils voient que les réseaux, peut-être dans quelques mois ou quelques années, vont être congestionnés. Et maintenant, ils veulent vraiment la 5G pour pouvoir offrir davantage de débit aux consommateurs. Mais le consommateur, lui, pour l'instant, la 4G lui va parfaitement. Ouais, donc autant attendre encore quelques mois, voire quelques années avant de s'équiper en 5G. On n'a pas besoin de changer son téléphone s'il n'est pas cassé, absolument. Merci beaucoup, Anouche Setagia, et très bon retour à vous du côté de Lausanne. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Qui dit téléphone portable dit petits écouteurs qu'on se glisse dans les oreilles. Nous avons fait analyser une dizaine de modèles dans un laboratoire britannique. Visite guidée avec notre correspondant, Étienne Duval. Nous sommes dans un parc industriel anonyme à 1 heure de Londres. C'est dans ce cadre discret que John Honeyball a installé son laboratoire. Les écouteurs envoyés par ABE viennent d'arriver. John est à la fois ancien pianiste et ingénieur en acoustique. Son laboratoire d'essai est accrédité au plus haut niveau. Il tourne avec une petite équipe pour des clients prestigieux. Ils attendent de lui un verdict objectif. Ils comptent sur nous pour leur dire exactement ce que nous pensons d'un produit, sans crainte de déplaire à qui que ce soit. Nous avons vu passer des produits Sony merveilleux et des produits Sony déplorables, de très bons produits Apple et des produits Apple très mauvais. C'est la même chose pour Samsung, pour Bose, pour tout le monde. Les fabricants ne sont ni toujours bons, ni toujours mauvais. Et puis, ils ne disent pas nécessairement la vérité. John soupèse chacune de leurs affirmations. Pour être sûr de son fait, il étalonne régulièrement et délicatement ses instruments. Nous avons besoin de connaître le poids de ce casque. Nous n'allons pas peser le boîtier, c'est le poids des écouteurs eux-mêmes qui nous intéresse. Nous les sortons et les plaçons doucement au centre du plateau. Elle indique 8. Attendez, ça vient de passer à 8,3 grammes. La patience est très importante dans notre métier. On attend généralement 30 secondes pour que ça se stabilise. Voilà, nous notons 8,3 grammes. Toutes les caractéristiques sont ainsi passées au crible, comparées et répertoriées, notamment l'autonomie, puis les appareils sont rechargés à plein et connectés à des lecteurs Apple ou Android pour un premier test d'écoute. Celui-ci sert à évaluer l'ergonomie ou le confort d'utilisation
par exemple de ce produit chinois. Power on. Long. Connected. Play. They shouldn't be though, they've been on charge. They're powering off now. Yeah, well that's red and that's 1 out of 2. The colours mean nothing. Okay, it's completely random. Yes. Pour les propriétés purement acoustiques, John sort volontiers les grands moyens. En ce qui concerne les essais techniques, nous devons évidemment mesurer certaines capacités des écouteurs. Pour ce faire, nous utilisons une oreille artificielle aux normes CEI ou IEC, Commission électrotechnique internationale, qui simule fidèlement l'oreille et son conduit auditif. Comme vous voyez, elle est structurée exactement comme une vraie oreille. Elle est basée sur un échantillon d'1 millier d'oreilles. Elle a un microphone calibré à la place du tympan. Nous plaçons l'écouteur ainsi, comme nous le ferions dans notre propre oreille. Et lorsque l'on regarde l'analyseur de spectre, là, on voit la courbe de réponse. Quand on sait ce qu'on cherche, on voit que la réponse de cet écouteur est plutôt bonne. Mais les caractéristiques techniques, ce n'est pas tout. Les écouteurs vont subir une autre épreuve, et pour cela, nous nous rendons rapidement dans un autre bâtiment. Nous sommes ici dans le Saint des Saints, la salle d'écoute. Cette partie du banc d'essai est secrète. John et ses collègues simulent pour nous la séance qui va avoir lieu dans cette salle insonorisée construite à cet effet. La vraie évaluation se fera avec un groupe de 5 experts dont l'identité est protégée. Ils viennent de milieux différents. Il y a parmi eux une violoniste et des ingénieurs du son. Ils écouteront une liste diverse, faite de classiques, de jazz, de pop et de voix parlées. Cette playlist est invariable. Elle sert de référence pour un test subjectif dont le but est de comparer l'incomparable. Un violoniste notera que les violons sont stridents. Une ingénieure du son évoquera plutôt la réponse en fréquence montante, alors qu'un ingénieur pointera à une distorsion croissante dans les hautes fréquences. Alors, quel verdict pour notre boîte à casque? Eh bien là aussi, il y a une part de subjectivité. Chaque concept différent a son avantage. Il y a des casques qui ont une lanière. Cela présente certains avantages. Ils permettent par exemple d'avoir une plus grosse batterie. Alors que lorsque tout est dans les écouteurs, il n'y a pas beaucoup de place pour la batterie. D'autres modèles d'écouteurs se mettent à l'intérieur de l'oreille. Celui-ci, par exemple, est conçu pour aller dans le conduit auditif lui-même pour créer une sorte de sas dans l'oreille. Ce sont des conceptions différentes. Les experts ont tranché, mais leur avis est resté confidentiel jusqu'au moment où les échantillons ont retraversé la Manche. Ces échantillons, on les retrouve sur ce plateau et les résultats qui vont avec, c'est bien sûr Stéphane Fontanet qui nous les donne. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Alors, on a vu dans le détail tous les tests auxquels on a procédé. Est-ce qu'il y a encore des paramètres qui ont été analysés? Oui, on a testé par exemple le micro, parce que ces appareils, on les utilise aussi pour téléphoner. On a testé la qualité des matériaux et puis la facilité d'utilisation de ces produits. Donc, 10 modèles sur le banc d'essai, des prix qui oscillent entre 40 et 200 francs. Et là-dedans, il y a du très mauvais. Tout à fait. Alors, le premier est très mauvais, c'est cet appareil Contact. Il obtient 3,1 sur 10. C'est vraiment le plus mauvais du test. C'est le moins cher aussi du test. Il coûte 40 francs 70 chez Interdiscount. La qualité du son transmise par les écouteurs et le micro est jugée insuffisante. L'autonomie de la batterie des écouteurs est qualifiée de mauvaise par le labo. La durée d'écoute mesurée, c'est 1h45 mesurée, contre 2h30 annoncée par le fabricant. Ouais, donc mauvais. Juste devant, il y a Huawei. Oui, alors ce sont des écouteurs plus chers, 93 francs 90. Point faible, l'autonomie des écouteurs et leur rendu sonore, note finale 5,6 sur 10. Ensuite, 2 modèles de marque prestigieuses, mais pourtant juste suffisants. Oui, juste suffisant parce que sur tous les critères, il y a très peu de différence dans les résultats. Rien d'exceptionnel ni en mal dans ces écouteurs. C'est le cas pour le Bose, des écouteurs reliés par un fil qui coûtent presque 180 francs. Ils obtiennent une note finale de 5,7 et sont jugés suffisants.
Et on fait le même constat pour les Bang & Olufsen. Leur prix est quasi 200 francs. Ils sont aussi reliés par un fil. Ils sont suffisants avec une note de 5,8. Et puis ensuite, JBL, spécialiste de la sonorisation et pourtant médiocre au niveau du son. Ben oui, tout à fait. Mauvaise performance pour le son avec JBL. Par contre, l'autonomie des écouteurs est bonne avec plus de 12 heures. Et puis la note est de 6 sur 10 et son prix environ 185 francs. Petit saut qualitatif ensuite avec Apple. Oui, noté 6,9 sur 10, juste sous la barre des bons. C'est l'autonomie des batteries qui est jugée insuffisante. Et pour le labo, par contre, au niveau du son, ce sont les meilleurs du test. Même si, globalement, la qualité sonore de tous ces petits écouteurs est assez moyenne. Oui, parce que ce sont des petits écouteurs, justement, donc difficile d'arriver à faire un son bon, voire très bon sur ces écouteurs. On trouve ensuite Sennheiser. C'est le premier appareil qui est considéré comme bon de manière globale. Il obtient 7,1 sur 10, il coûte 110 francs et dispose d'une très bonne autonomie. Et on termine avec les 3 meilleurs produits du classement. Qui sont dans un mouchoir de poche. On trouve Beats, très bonne batterie, très bon micro et d'usage très facile. La qualité de son des écouteurs est juste suffisante. La note finale, 7,2, bon. Et on enchaîne ensuite avec Sony. C'est des écouteurs qui coûtent relativement peu cher, 79 francs 95. Hein. Ils disposent d'un bon micro et surtout de la plus grande autonomie, 21h30 mesurée par le laboratoire. C'est considérable, parce que les moins bons du classement ne tenaient même pas 2 heures. Tout à fait, oui. Et puis on trouve enfin sur la première marche du podium le Samsung. Très facile d'utilisation, très bonne qualité du micro. Question qualité sonore, ce sont les 2e meilleurs du test. La note, 7,3 sur 10. Appréciation générale, bon. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve la semaine prochaine. Bien volontiers. Et le détail de ce classement est bien sûr disponible sur notre site abe.ch. Plus besoin d'attendre 2 jours pour savoir si on est atteint du Covid. Avec les nouveaux tests rapides, le dépistage se fait en un quart d'heure. La demande est élevée, les pharmaciens sont au front. Reportage de François Hégère. Nous sommes en terre fribourgeoise, proche du lac de Gruyère et du Gibelot. C'est là que se cache la ville de Bulle. Bulle est connue pour son boom immobilier et démographique, et depuis cet été aussi, pour l'explosion de ses cas de quarantaine, près de 1500 à la fin août. Depuis, la ville a connu un certain retour au calme, un calme un peu trompeur, en tout cas dans cette pharmacie. Depuis une petite semaine ici, ce sont 350 tests rapides qui ont déjà été réalisés, soit plus de 60 par jour. L'élément le plus positif qu'on a observé, c'est une satisfaction énorme des gens qui passent ce test parce qu'effectivement, ils ont le résultat immédiatement et immédiatement aussi, en cas de test positif, on leur donne toutes les informations utiles et nécessaires pour qu'ils fassent leur isolement de manière correcte. Mi-novembre, Fribourg a été un des premiers cantons romans à autoriser certaines pharmacies à pratiquer ces tests rapides. Mais sous certaines conditions, et les pharmaciens ont dû réagir très vite. Alors, il y a des prérequis en termes de formation. Tout d'abord, il fallait effectivement être capable de faire un frottis nasopharyngé. Il fallait donc former la personne ou les personnes susceptibles d'effectuer ces frottis. Il fallait surtout des locaux dédiés à ces prises d'échantillons, locaux qui doivent répondre à un certain nombre de contingences, notamment en termes de sécurité et en termes d'hygiène. Et puis bien sûr, il faut un équipement particulier pour le personnel qui fait ce travail-là. Dans le cas de Christian Repon, les tests se font à l'extérieur de sa pharmacie, dans un lieu qui n'était pas vraiment destiné un jour à devenir un centre de dépistage. Alors en collaboration avec la permanence médicale qui se trouve à ma gauche et la pharmacie qui est derrière ce bâtiment à ma droite, on a pu disposer de ces locaux qui sont occupés par une dame qui fait traiteur et table d'hôte. En raison de la situation actuelle, elle ne peut plus travailler, donc elle nous a mis ces locaux à disposition qu'on a partagés pour pouvoir faire les tests rapides pour ce qui est de la pharmacie, mais également pour faire les tests PCR pour ce qui est de la permanence médicale. Voilà, donc le flux reste constant, mais gérable. Dépister, c'est une des clés pour endiguer la propagation du virus et reprendre le contrôle de l'épidémie avant l'arrivée d'un vaccin. Depuis le 9 novembre,
la Suisse peut compter tous les jours sur 50 000 tests rapides, qui viennent se rajouter aux 30 000 tests journaliers déjà effectués, appelés tests PCR. Pour récolter l'échantillon du virus, le procédé est identique pour les deux types de tests. Le prélèvement se fait par voie nasopharyngée grâce à un petit écouvillon que l'on enfonce dans le nez ou à l'arrière de la gorge. Ce qui change, c'est la méthode de détection du virus. PCR veut dire Polymerase Chain Reaction, soit une réaction en chaîne par polymérase. Ces tests recherchent les séquences génétiques du virus en amplifiant certaines parties du génome, un travail qui peut se faire uniquement en laboratoire. La fiabilité de ces tests est très élevée. Le désavantage, les résultats sont connus entre 24 et 48 heures. Les tests rapides sont appelés antigéniques. Ils ne détectent pas le matériel génétique du virus, mais plutôt certaines protéines sur l'enveloppe du virus. Le prélèvement est mélangé à un réactif qui se colore lors de la présence du virus, un peu comme un test de grossesse. Le gros avantage, c'est sa rapidité. Le résultat est connu en 15 minutes. Antoine Flao est membre de la Task Force Covid de la Confédération. Pour ce professeur d'université, ces tests rapides ouvrent de nouvelles perspectives dans la stratégie de dépistage du virus. L'arrivée de ces tests rapides fait partie de la panoplie des éléments qui pourraient nous permettre de mieux contrôler l'épidémie après cette seconde vague. Je crois qu'après cette seconde vague, on va tous être en recherche de solutions qui préservent un peu mieux la vie sociale et économique, qui évitent le yo-yo de ces confinements, déconfinements. Et pour cela, on aura quelques outils à notre disposition, pas encore le vaccin. Et donc, les tests rapides feront partie de cette panoplie d'outils. Son désavantage, il est moins sensible que le test PCR et ne décèle pas une infection passée. Selon les premiers résultats publiés par Unisanté à Lausanne, le test rapide antigénique détecte 85% des personnes infectées par rapport au test PCR. Le test est en revanche efficace chez 94% des patients particulièrement infectieux. En clair, avec les tests rapides, en moyenne, un résultat sur 10 est faux. Raison pour laquelle la Suisse a décidé d'avancer avec une certaine prudence en excluant dans un premier temps les personnes à risque. Vous pouvez enlever le masque, regardez droit devant vous, il n'y a pas besoin de mettre la tête en arrière. Peuvent se faire dépister uniquement les personnes de moins de 65 ans et qui présentent des symptômes depuis moins de 4 jours, ce qui correspond en quelque sorte au pic de l'infection. Et attention, même s'il n'y a plus besoin d'une ordonnance médicale pour ces tests rapides, il faut bien respecter les exigences de l'OFSP pour se faire rembourser. Alors, il n'est pas remboursé par la Caisse maladie, mais il est remboursé par la Confédération. Et en pharmacie, le test rapide coûte 57,50 francs. Donc ça veut dire qu'aucun citoyen suisse ne payera ces tests rapides. Est-ce qu'il y a des réserves? Alors, il y a des réserves, pour autant, effectivement, qui répondent aux exigences et qui sont éligibles pour les tests rapides. Il faut présenter des symptômes, il ne faut pas avoir plus de 65 ans, il ne faut pas avoir d'autres pathologies, il ne faut pas être une femme enceinte, etc., pour les tests rapides. Auquel cas, il faut faire un PCR traditionnel dans les cabinets médicaux ou les filières dûment autorisées. Bonjour. L'exploitation d'un centre de test nécessite un gros engagement, mais pour Christian Repon, il y a une vraie fierté à ce que les pharmacies contribuent aussi à l'effort sanitaire collectif. Une fois les tests réalisés, reste l'épineuse question du suivi des personnes positives ou en quarantaine. Votre test est négatif. Un suivi effectué par les autorités fédérales et cantonales et qui à ce jour a montré ses limites. Quand on est dans cette phase de croissance très forte de l'épidémie, peut-être très proche du pic épidémique, il y a tellement de cas qu'on voit bien que les médecins cantonaux, les services des médecins cantonaux sont dépassés, sont débordés en fait. Et ils essayent de parer au plus pressé, mais ils ont du mal à suivre tous les positifs. De plus en plus de voix évoquent aujourd'hui une procédure d'annonce de cas à l'OFSP inadaptée. Je pense que un élément qui sera fondamental pour améliorer et le dépistage et ensuite le tracing post-dépistage, c'est la digitalisation de la communication. De devoir manuellement saisir toutes les coordonnées du patient sur le site de l'OFSP, c'est une perte de temps considérable qui n'apporte rien, si ce n'est des risques d'erreur. Justement, un canton a fait ce choix, le Jura. Il a confié le suivi des isolements et des quarantaines à une plateforme privée de télémédecine spécialisée dans les soins de premier recours. Tous les 2 jours,
les personnes positives ou en quarantaine reçoivent des questionnaires par SMS, courriel ou téléphone pour vérifier l'évolution des symptômes et renseigner en cas de doute. Un processus numérique très protocolé, supervisé par des médecins. Alors je me permets de vous rappeler, dans le cadre du suivi au niveau de votre quarantaine pour le Covid-19. Oui, vous avez bien fait, parce que j'arrive pas à contacter mon médecin traitant. D'accord. On effectue des suivis réguliers pour vérifier que les gens ont une évolution correcte, favorable. On les contacte aussi s'ils ont l'apparition de symptômes durant leur quarantaine. Et on les contacte aussi en fin d'isolement pour vérifier qu'ils n'ont pas de nouveaux symptômes et qu'on peut lever l'isolement. C'est vrai que c'est un bénéfice pour les patients parce qu'ils ne se sentent pas isolés dans ce cadre-là. La Suisse rattrape aujourd'hui un peu son retard dans sa stratégie de dépistage du Covid-19. Avant l'arrivée des tests antigéniques rapides, notre pays faisait figure de mauvais élève pour son nombre de tests effectués en comparaison de ses voisins européens. Depuis le début du dépistage, la Suisse a réalisé plus de 271 tests pour 1000 habitants. Elle est encore bien loin de combler son retard sur le Portugal, la Belgique ou le Royaume-Uni. Pour savoir où ces tests sont disponibles, rendez-vous sur notre site abe.ch ou sur notre page Facebook. Vous y trouverez une carte détaillée avec les principaux lieux de test en Suisse romande. À côté des règles à observer en cas de contamination, il y a tout ce qui concerne la quarantaine. Quels sont nos droits et nos devoirs lorsqu'on a été en contact étroit avec une personne infectée? Et on en parle avec vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on doit spontanément se mettre en quarantaine après ce type de contact? Alors, il n'y a pas une réponse simple à cette question. Ça dépend de l'endroit où vous habitez. C'est non, pas de quarantaine spontanée si vous habitez dans les cantons de Neuchâtel, Genève et Fribourg. Dans ces cantons, c'est une décision du médecin cantonal. Et d'ailleurs, à Fribourg, la quarantaine concerne uniquement les personnes qui vivent sous le même toit que la personne malade. En revanche, c'est oui, dans les cantons de Vaud, Valais et Jura, les cas contacts peuvent se mettre en quarantaine avant d'avoir reçu une notification du médecin cantonal. Et puis le canton de Berne? Alors, on n'a pas oublié les Bernois. Malheureusement, les réponses sont arrivées trop tard. Alors, pour certains emplois, eh bien, le télétravail est tout simplement impossible. Dans ce cas-là, est-ce que je dois aller travailler quand je suis en quarantaine si mon patron me le demande? Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous n'avez pas de document officiel du médecin cantonal. Ça peut arriver dans les cantons de Vaud, Valais et Jura. Et là, la réponse est potentiellement oui. Deuxième cas de figure, vous avez une décision officielle du médecin cantonal. Et là, c'est non. La quarantaine est obligatoire. Et si vous ne la respectez pas, vous risquez une amende jusqu'à 10 000 francs. Ça concerne aussi l'employeur, d'ailleurs, selon UNIA, à condition que vous le dénonciez. Il est important de rappeler que si vous êtes en quarantaine, que vous ne pouvez pas télétravailler, vous avez le droit à l'allocation perte de gain. Et cette obligation de respecter la quarantaine, est-ce qu'elle vaut vraiment pour toutes les professions ou est-ce qu'il y a des exceptions? Alors, il y a des exceptions, principalement dans les domaines de la santé ou de la sécurité et de l'ordre public, à certaines conditions à vérifier avec les autorités du canton. Il y a aussi même des dérogations pour les cas d'isolement, mais là, c'est uniquement pour les métiers de la santé et à des conditions encore plus strictes. Donc, toutes ces dispositions sont complexes, elles peuvent changer avec le temps, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Oui, parce que là, on a vraiment parlé de quarantaine, mais c'est vrai qu'en cas de test positif, eh bien, on entre dans le régime de l'isolement qui est encore nettement plus strict. Merci beaucoup, Viviane, et à très bientôt. Bonne soirée.